François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On suit toujours son petit calepin, celui où chaque jour, c'est une chance inestimable qu'on ait ce document. Je répète, plusieurs autres ont été perdus. Le hasard fait qu'un très joli avec une tranche dorée offert par Sonia en 1927, mais il n'aime pas la tranche dorée, et puis ça lui plaît pas que pour ses trucs quotidiens, ce soit encore en 1927, grâce à Sonia, etc. Il ne s'en servira qu'en 1933 pour ses notes là sur la composer, inventer des sujets d'horreur, ce texte auquel je suis de plus en plus attaché, on en reparlera. Et celui de 1928 dont on sait l'existence, c'est parce que en revenant de son voyage dans le Vermont en bateau, le bateau qui le redescend d'Albany, ce grand bateau à aube, dans son sac en carton bouilli, là où il a aussi sa lunette télescopique, on lui fauche son petit calepin, et là on découvre combien pour lui c'est précieux. Mais celui de 1925, il a une fonction de transition, il sert ensuite à écrire les longues lettres qui sont son vrai journal, les lettres qu'il envoie en alternance à ses deux tantes de Providence, elles habitent à 300 mètres l'une de l'autre, Lillian et Annie, Lillian Clark et Annie Gamwell. Donc, peu importe celle qui reçoit, il s'échange ensuite les lettres du neveu. Vous savez, mon neveu, écrivain à New York. Et oui, la réalité n'est pas si tendre que ça. Et si les lettres de Lillian Clark pour cette année 1925, on en a gardé 52, disons sur une bonne soixantaine, mais ça n'empêche que le manque est cruel. Peut-être que la tante Lillian, justement, en avait laissé en dépôt certaines à la tante Annie Gamwell. Mais on en a gardé que 4 ou 5 de toute l'année. C'est vraiment un manque. Et évidemment, il y a les lettres à Sonia, puisque Sonia était à Cincinnati. Là, pour sa santé, elle séjourne à Saratoga. Ensuite, ce sera un nouveau départ à Cleveland, même Chicago. Mais d'accord, Sonia, évidemment, dans cette déconfiture de leur couple et l'histoire du divorce qui n'aura pas de fin, puisqu'en 1928, elle s'imaginera que le divorce est réglé. Eh oui, mais Lovecraft, qui n'avait plus qu'à déposer les documents signés, genre je ne sais quelle administration, s'est bien gardé de le faire. Sonia s'est remariée en Californie, et c'est seulement en 1947, 10 ans après le décès de Howard Phillips Lovecraft, elle découvre qu'elle était en fait bigame, sans le savoir. Là, c'est le contexte. Cette semaine, je suis pas le genre à faire des choses bizarres tout de suite. Et cette semaine, une semaine très particulière, je suis pas le genre à faire de la montée en pression, du teasing, de tout ça. On va de suite voir Ordinateur, dimanche 24, donc cette journée sans sortir de chez lui, passer à lire, et à lire Conrad, puisque c'est ça même que probablement il dit dans la lettre à sa tante, mais vous voyez que même si on prend comme ça lundi 25, 3, 4, 5 lignes, stay up, ça finit. Une fois de plus, il va pas se recoucher. Et on a 3 choses biffées rageusement, impossible de... peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu dans les blogs Lovecraftiens que quelqu'un se soit attelé. Je suis sûr qu'on pourrait y arriver à déchiffrer toutes ces choses rageusement rayées. Il y a forcément des raisons pour lui de supprimer ça. Il est le seul à lire ce carnet. Pourquoi tu supprimes une notation qui ne concerne que toi seul? Alors ça commence tranquille, ça commence comme d'habitude. Hier, retire in morning, 7 a.m., il s'est levé à 3 heures de l'après-midi, il a mangé vers 18 heures, et puis il a passé la nuit à lire son Lord Jim de Conrad. Et là, on le sait, puisqu'il le raconte en détail à sa tante. Je l'ai lu, un bout de la lettre dans la journée d'hier, donc up late. Tu fais 7 et 7, 14, disons, il va se lever entre 14 et 15 heures, et il écrit, donc, est-ce que ce sont les lettres, ou est-ce que c'est déjà, si tu essaies Supernatural
Horror in Literature, avec ce titre historique là, de la traduction. Est-ce que c'est la première? C'est le 1969 dans 10-18, et ça je trouve que c'est vraiment une trahison, évidemment. Les trahisons de traducteurs, je ne peux que les appuyer. Épouvante et surnaturelle en littérature. On décompose supernatural horror en deux noms au lieu de adjectifs. Non, épouvante et surnaturelle en littérature. Vous connaissez tous. C'est bien de le lire d'ailleurs même avant d'entrer là dans le vif du sujet. Et là, il reprend le titre en introduction, qui avait traduit ça, Bernard d'Acosta. Et ça, c'est futé. Donc, le titre du livre, Épouvante et surnaturelle en littérature. Alors, est-ce que c'est l'éditeur qui a imposé ça? Et lui, il dit, ouais, mais alors pour l'intro, vous me gardez l'horreur surnaturelle dans la littérature. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance, quand je fais des bouts de trad, à dire horreur surnaturelle dans la littérature. J'enlève le L apostrophe. C'est le fonctionnement de l'horreur et pas désigner, voilà, c'est par là l'horreur. Non, non. Mais c'est pas grave. La plus vieille, la plus forte émotion ressentie par l'être humain, c'est la peur. Et la forme la plus puissante découlant de cette peur, c'est la peur de l'inconnu. Peu de psychologues contestent cette vérité, justifiant ainsi l'existence du récit d'horreur et plaçant ce mode d'expression parmi tous les autres genres littéraires et sur le même rang. Les adversaires du genre sont nombreux. Ils lui reprochent surtout ses exagérations, l'insipide et naïve philosophie bien souvent nécessaire pour amener le lecteur à un degré suffisant de frayeur fondée sur des motifs trop souvent extérieurs et artificiellement diaboliques. Ça sera tout le principe de la fiction Lovecraftienne. Mais en dépit de toutes ces oppositions, le récit fantastique survit à travers les siècles, se développe, atteint même à de remarquables degrés de perfection, car il plonge ses racines dans un élémentaire et profond principe dont l'attrait n'est pas seulement universel, mais nécessaire au genre humain, la peur. Sentiment permanent dans les consciences, du moins chez celles qui possèdent une certaine dose. Sentiment permanent dans les consciences, du moins celles qui possèdent une certaine dose de sensibilité. Ce désir macabre ne peut toucher cependant qu'une fraction étroite de la population, car elle exige, dans son expression littéraire, une certaine participation du lecteur, une certaine forme d'imagination, une capacité d'évasion, bien souvent peu banale, etc., etc. Page de légende, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est ça qu'il écrit en ce moment? Probablement non. Je pense que ce genre d'introduction, traditionnellement, on l'écrit une fois que le livre est fait. Mais le cœur de ce livre, métamorphose du roman gothique, est-ce qu'il y a encore d'autres parties? La transition du roman fantastique en Amérique, peut-être une table des matières d'ailleurs, il y a un index formidable. Toutes ces notes, toutes ces révisions, c'est ce à quoi il s'attelle là ces temps-ci. Donc, right, il est fort probable que ce soit là des petits bouts pour super surnaturel et épouvantant en littérature. Là, comme hier, up late, donc il est 15h, là il a lu, là il écrit, et 17h, 18h, t'as quand même une faim, non? Et qu'est-ce qu'il prend là aujourd'hui? With wall, strain, wheat. Il lui reste des flocons d'avoine, bol de céréales, flocons d'avoine. Alors probablement on peut se dire que c'est Sonia qui a laissé ça dans l'alcôve qui sert de cuisine. Elle a laissé des flocons d'avoine. Mais il n'y a plus que ça à manger, parce que Lovecraft c'est pas son genre. Donc, est-ce qu'il reste des spaghettis, est-ce qu'il reste des haricots? Non. Est-ce qu'il reste du pain? Non. Est-ce qu'il reste du fromage? Non. Il y a quoi? Faut que j'aille dehors? Hein? Tiens, il reste un peu des flocons d'avoine. Et tu le marques dans ton agenda, parce que c'est pas banal. Tu te rends compte, je préférais rester, me contenter de flocons d'avoine que de sortir. Et oui, parce que toutes ces nuits, tout ce décalage, retire 9 p.m. À quelle heure tu les couches, tes petits-enfants? 9h maximum, parce que demain il y a l'école. Et oui, mais Lovecraft, c'est pas pour ça qu'il se couche à 9h du soir.
On peut le regarder sur toute la largeur du carnet, les fois où il se couche comme ça à 9 heures du soir. Eh bien, aujourd'hui, lundi 25 mai 2025, dans ce décalage de 2 nuits blanches, une nuit où tu dors au matin, une deuxième nuit où tu dors au matin, deux nuits blanches, etc. Eh bien, ce soir-là, à 9 heures du soir, Lovecraft, sur son canapé, là, dans la pièce principale, s'endort. Et à 1h30, alors 1h30, on n'est plus dans le premier sommeil, mais là, ça fait 4 heures de sommeil. C'est-à-dire il est encore dans cette nuit. Est-ce que, justement, on peut dormir autrement qu'un petit peu comateux quand on fait 2 nuits blanches, 2 nuits en allant dormir un peu le matin, et puis que là, à 9 heures, on est tombé un peu assommé, parce qu'en plus, on a bouffé que des flocons d'avoine. Se lève. Est-ce qu'il allume la lumière? Est-ce qu'on a besoin d'allumer la lumière quand on habite à New York et qu'on n'a pas de volets, qu'on a 3 fenêtres? Non, peut-être même pas. Il a quand même perçu du bruit ou pas perçu de bruit? Il ne saura jamais le dire. Discover robbery. Et là, on va aller voir la lettre qu'il écrit le lendemain à sa tante, évidemment. Parce que, évidemment, c'est la chose principale. Et évidemment aussi, vous voyez que demain, 26, mardi, mercredi 27, même jeudi 28, tu wrote letters to all. Tu vas prévenir le monde entier de la catastrophe qui t'est arrivée. On va avoir que ça qui va nous remplir les jours à venir. Donc merci de rester. Et aujourd'hui, on va pas tout expliquer de ce qui va se passer, mais il faut bien qu'on aille y voir. Alors, comment il en parle à sa tante? Alors à sa tante, donc c'est alors dans mon PDF, toujours évidemment le fac-similé avec ce Discover Robbery, et mine de rien, il est 1h30 du matin. Mais est-ce que tu peux aller te rendormir après? Non, stay up. Donc tu marches, tu tournes en rond, parfois tu t'assois un peu et tu lis, certainement. Est-ce que tu peux avoir l'esprit à lire? Certainement pas. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un? Est-ce que tu peux aller le raconter à quelqu'un? Est-ce que même tu vas aller réveiller Kirk pour ça? Peut-être c'est que Kirk il a 2 chambres. Non, Kirk est absent. Puisqu'on ne va même pas, s'il était à l'étage au-dessus, probablement il serait allé le chercher tout de suite, il aurait tapé sur les tuyaux, peut-être pas parce qu'on est en pleine nuit, mais il serait fait « Kirk, George, come on !» Et t'as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est seul. Bon, d'accord, c'est pas le monde qui s'écroule et tout ça, mais Discover Robbery, stay up, et ça veut dire que de 1h30 jusqu'au matin, ce 7 a.m. qui est là, la vie quotidienne qui reprend, il va pendant 5 heures ruminer, chercher, comprendre. Et là, c'est dans la lettre à sa tante. Alors, la lettre à sa tante, je vais la remontrer. Lettre du 25 mai 1925. Justement, où il en était. La dernière fois, c'était une lettre à Annie Gamois, mais elle est perdue. Vous voyez, là, la dernière fois, c'est la lettre du 20 mai à Liliane. Et il y avait une lettre, entre-temps, une lettre qui précisément a été postée hier, lettre perdue, qui racontait les 5 jours qui ont été extrêmement chargés, en particulier avec l'ouverture prochaine de la librairie de Marine Carmine, auquel s'est associé George Kirk, et la lettre à Gamois a disparu. Par contre, celle du 25, elle était censée être un journal. C'est-à-dire qu'il commençait par ce lundi et il devait lui raconter plein de trucs. Mais donc il lui raconte là ce dont on s'est occupé hier, qu'il est en train de lire Conrad, il lui recommande de lire Conrad et Baltin 2 a.m. Comme on fait dans les chaînes télévisées. Dernière nouvelle. Bulletin, 2 heures du mat. À 2 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait? Il a découvert à 1 heure du mat. Eh ben, tu t'assois et t'écris à ta tata. T'écris à la vieille tante. Tu sais pas ce qui vient de se passer à 1h30, je me suis levé, je sais pas pourquoi je me suis levé, je suis allé dans l'alcôve et qu'est-ce que j'ai découvert? Robbery. Attends, il faut que je lui dise. Et chez Lovecraft, il y a toujours ça. C'est-à-dire que la réalité, elle s'écroule, elle peut s'écrouler. Mais pour qu'elle s'écroule, il faut
Mais pour qu'elle s'écroule, encore faut-il que tu l'aies mise par écrit. Donc, à 2 heures du matin, il s'assoit à sa table et il écrit à sa tante tout le détail de ce qui est arrivé. Et le détail, ça va être ça et ça. Et au matin, il ira immédiatement poster cette lettre avec toutes ces exclamations. C'est presque du Shakespeare. Upon my word, I don't know what to do next. Sur ma parole, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus que ce pauvre costume élimé sur le dos. Allez, Sylvie, allez, je ferme l'enveloppe. Et si des choses nouvelles apparaissent, je ne manquerai pas de t'en informer. Qu'est-ce que ça dit? Lundi, 2 heures. Ah, je déteste transmettre de mauvaises nouvelles, mais autant vous dire ce que j'ai découvert en allant chercher mes vêtements pour poster cette lettre. Alors c'est ambigu parce que en allant chercher mes vêtements pour poster cette lettre, là on serait plutôt dans la matinée qu'à 2 heures du mat. Préparez-vous à un choc. Il se peut qu'il y ait un revirement et de meilleures nouvelles plus tard. Il désespère pas de retrouver ces trucs. Quand j'aurai pris contact avec Madame Burns, c'est la propriétaire. Or, la propriétaire connaît tous les locataires et vous allez voir. Et éventuellement avec la police. Et nous, formidable qu'il y ait la police, parce qu'on va avoir sa déclaration à la police. Et donc, c'est comme, vous savez, quand on travaille sur le XVIIIe siècle, par exemple, ou la fin du XVIIe, Saint-Simon, ou même avant. Qu'est-ce qui nous sert le plus pour reconstituer la réalité, comme ça, 300 ans de distance? C'est les inventaires après décès. Alors, évidemment, Lovecraft n'est pas mort, ouf, mais l'inventaire après décès, ce sera l'inventaire de sa bibliothèque qui nous sert tous les jours, là, dans notre expérience, ou les photos de Barlow dans sa dernière chambre à College Street. Mais quand tu vas faire ta déclaration, ton dépôt de plainte à la police, là on va avoir des tas de détails. Ça. La mauvaise nouvelle est la suivante. Pendant que je dormais, car cela n'a pas pu être pendant que j'étais dans l'alcôve, à cause de bruit que j'aurais immédiatement entendu, on est entré dans mon dressing alcôve, soit par la porte de la chambre voisine, soit par ma porte par quelqu'un qui aurait eu une clé, et on a volé tous mes costumes, sauf le bleu très fin, mon pardessus de Flatbush. Oh, le pardessus, comment tu peux sortir dans Brooklyn? Et là, c'est le pardessus que lui avait acheté Sonia quand ils étaient Parkside Avenue, qui avait de l'argent. Il lui fallait un manteau pour New York. On en a entendu parler assez, de ce gros manteau qu'il lui fallait pour affronter New York. Une malle en osier appartenant à Sonia, et, oui, flashback, il y a 3 jours, ce mot distribute, on a frété un taxi parce que Loveman changeait de chambre. On a payé un taxi, enfin Loveman, salarié de toute façon dans une librairie là, de bibliophilie dans South Mountain, a payé un taxi pour emballer toutes les dernières affaires. Tu les emmènes où? Dans un stockage? Non, on les amène au 169, et entre George Kirk et Howard Phillips Lovecraft, au premier étage et au deuxième, distribute, c'est-à-dire que Lovecraft a pris une certaine partie des affaires de Loveman en attendant qu'il retrouve une chambre qu'il puisse se réinstaller, et Kirk a pris les autres. Et ça, c'était il y a moins de 3 jours. Or, qu'est-ce qu'ils ont piqué, les gars? Est-ce que c'est pas justement parce qu'ils auraient vu le taxi arriver, les gars porter les cartons? Eh mec, t'as vu un appareil radio? Mais les appareils radio, combien de fois on a vu les publicités dans le journal? C'est des meubles. C'est des meubles, ou en tout cas, on le pose sur un meuble, mais en général, ça dispose même des pieds, c'est une commode. Et puis, il y a le gros pavillon. Et ça vaut au minimum $85. En général plus, plutôt 100. Est-ce que à Bigley, qu'est-ce qu'ils font les deux types, là, les fous des bouquins, là, tu sais, là, qui vivent la nuit, là, qui sont toujours fourrés au bistrot? T'as vu ce qu'ils amènent? Un poste de radio? Heureusement, je ne sais quoi d'autre, dit-il, et il a aussi les livres de Loveman. Et Loveman, c'est des livres de bibliophilie.
Loveman, qu'est-ce que c'est son livre préféré? C'est La vie de Boswell par Johnson. Tenez que je vous la sorte. Boswell's Life of Johnson en français. La vie de Samuel Johnson par Boswell. Moi, c'est parce que à cause de ce qu'en dit Loveman que je me suis mis aussi à la lire. Quel régal, quel régal, quel régal. Et d'autres, évidemment, des vieilles éditions. Et ben ça, les voleurs, tu crois qu'ils se sont pas embêtés avec ça. Et il y avait aussi des tableaux de Fawcett. Vous savez, ce tableau que la logeuse de Loveman n'aimait pas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des problèmes. Loveman est homosexuel. Il avait un grand tableau de jeune homme nu dans sa chambre par ce Fawcett. Ça n'avait pas plu à la logeuse, mais pas du tout. Bon, ben, le tableau, il est resté. Mais le matériel radio de Loveman, $100. Et Lovecraft, là, je pense qu'il panique, tout d'un coup. Et là, ce qu'on découvre, donc on a ce studio qui est en angle, avec une fenêtre, deux fenêtres, on a les deux petits réduits, un qui sert vaguement à mettre les trucs de cuisine, et l'autre, donc, on a vu justement Sonia et même la vieille tante installer des paravents, des étagères pour servir de dressing. Sonia, quand elle est revenue de Cincinnati, elle avait ses affaires personnelles. Il y a une grande malle en osier, vous imaginez bien les malles en osier 1925, et là, elle a tous ses habits, probablement, ou des papiers, tout ça. Les affaires de sont parties avec la malle. Et Lovecraft, c'est même, vous savez, c'était des professionnels, hein, parce que mes vieux costumes, ils les ont pas pris, hein, mais tous mes beaux habits, hop là, qu'est-ce qu'il a pour se mettre sur le dos? Il lui reste un vieux truc d'hiver, et puis il lui reste une espèce de complet beaucoup trop fin, hélas. Il a même plus de pantalon. Ben oui. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas sorti, il était resté en robe de chambre. Ils lui ont pris ses futales. Comment je vais faire? Comment je peux même sortir de chez moi? Hélas, les reverrai-je jamais. Hélas, les reverrai-je jamais. Je n'avais pas quitté la maison, je n'avais pas quitté la chambre, sauf pour aller aux toilettes dans le couloir. Ah, grande information pour nous. On a enfin, on le savait d'ailleurs que les toilettes c'était dans le couloir, et la salle de bain probablement commune aussi à tous les locataires, une par étage. C'est là où il y a une petite baignoire et qu'on peut, moyennant supplément de 5 cents ou 25 cents à la propriétaire Madame Burns, obtenir un bain chaud, puisque Kirk ou Lovecraft se prennent parfois des bains chauds. Ça a dû se produire pendant que je dormais, en gros, entre 6h et 20h30 le dimanche, parce qu'il, voilà, comme il est resté toute la journée en chemise, en robe de chambre, il n'est pas sûr que le vol n'a pas eu lieu la nuit précédente. Et tout simplement, comme il n'a pas eu à s'habiller, il n'a pas eu besoin d'aller dans l'alcôve. Et en même temps, cette piole avec cette alcôve, il y a une porte condamnée, il y a une serrure, et elle donne sur la chambre qui fait ensuite la chambre voisine. Et imaginez ces grosses serrures de vieilles baraques. Enfin, tu prends un petit machin, une petite pince comme ça c'est plutôt pour récupérer les fils dans les micros de guitare, mais tu prends une petite pince comme ça, tu la crochettes, mais en 20 secondes. Et c'est ça pour lui le truc, c'est-à-dire que les types savaient qu'ils dormaient. Et c'est même encore plus amusant. Bon, on va pas faire de l'amusant sur le désastre de ce pauvre Howard Phillips Lovecraft, mais vous savez que la nuit de lundi à mardi, la semaine dernière, et puis encore 3 nuits, il voulait pas que Loveman ou Kirk le dérangent. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une chaise et il était venu s'asseoir dans son alcôve. Alors imaginez les gars là, de la piole d'à côté qui ont bigué le truc de radio, crochettent doucement la serrure, ils avaient mis de l'huile là pour que ça fasse pas de bruit. Ils ouvrent la porte et sur quoi ils tombent? Ce grand mec d'1,80 m devant eux, aussi effrayé qu'eux, avec son grand menton comme ça, son nez cassé depuis son accident de vélocipède à 15 ans, pensait qu'il se serait effrayé comme Don Quichotte paraissant dans la nuit aux locataires là, de l'auberge.
Mais non, et Lovecraft ne sait pas s'il s'est réveillé à 1h30 du matin. C'est parce que, est-ce qu'il a eu dans une prescience qu'il y avait du bruit à côté, il s'est levé, c'était trop tard, ou bien la nuit précédente, aux 15h30 ou entre 20h et 1h30 du matin, à l'instant de lundi à mardi, et donc il est bien en train d'écrire sa lettre à 2h, je vais m'habiller, oui, avant il disait... je voulais m'habiller pour vous prêter cette lettre, mais non, je vais m'habiller, me préparer à une journée chargée aujourd'hui. Hélas pour mon programme de retraite. C'est-à-dire que tous les efforts qu'il a fait pour consacrer toutes ces heures à lire et à écrire, toute sa semaine, eh bien, les types qui ont piqué, c'est pas très grave, le poste de radio de Loffman, la grande malle en osier de Sonia, et puis ses pantalons à ce pauvre Lovecraft. Non, ce qui est grave, c'est que mes heures à lire et écrire, ils les ont volés aussi. Et comment je vais le lui dire, au pauvre Loveman? Leur valeur, je le crains, avoisine les $100, et moi qui pensais lui rendre service en les conservant. Voilà, on est dans le premier épisode du cambriolage. Évidemment, je continue le protocole. Là, on installe un son et lumière aux chutes, au Niagara Falls. Et puis d'autres choses dans le journal, on va tout de suite voir. 05 25 1925 et hop là, la machine à explorer le temps s'en va. Amundsen, on ne sait, le destin d'Amundsen reste inconnu, mais il n'y a pas de raison. Il peut très bien avoir atteint le pôle Nord, pas de transmission radio, et là être en train de revenir. Donc, une fois de plus, ce suspense, parce que maintenant, ça se passe en direct jour après jour. Mais aujourd'hui, j'ai repris dans le journal aussi l'arrivée de 78 serpents venimeux, mortels pour le zoo du Bronx. Vous savez, comme Lovecraft, il va souvent toujours être très attentif à ça. Une publicité magnifique sur la femme à la maison et l'électrification des tâches domestiques, mais toujours pour madame, à elle réservé le fer à repasser, la lessive et le nettoyage. Aujourd'hui, évidemment, c'était Robbery, cambriolage, tome 1, et nous voilà tous avec Lovecraft. Là, on est 120 à recevoir ce PDF. On est 120 dans son alcôve. Lovecraft, t'es futal, t'as vu, ton piquet est futal. On est 120 avec lui dans ce réduit de 2 mètres sur 2. Et puis, regardez la porte qui donne sur les autres pioles et qui était bien évidemment fermée. Et... ça doit être les jeunes de la chambre d'à côté, dit-il. Mystère et boule de gomme, la suite à demain.